Je l'ai su en une seconde, en voyant les chiffres s'afficher. Ce n'était pas une erreur de la banque, on m'avait volé. Et le pire, c'est que je savais exactement qui avait osé mettre la main sur mes économies. Je suis Madeleine, 75 ans, et j'ai passé ma vie à ne rien demander à personne. Mais ce matin-là, en ouvrant mon relevé, j'ai compris que le respect, quand il disparaît, ne part jamais seul. Il emmène votre dignité et votre calme avec lui. Je me trouvais assise à ma table en bois, celle que mon mari avait poncée lui-même. Quand j'ai vu la somme, 18 263 € partis en 3 virements espacés de 2 jours. 3 virements que je n'avais jamais faits, évidemment. 3. J'ai senti un froid me traverser, pas la panique. Non, à mon âge, la panique n'entre plus. C'est autre chose, plus profond, plus silencieux, comme un fil qui se casse à l'intérieur et qui vous laisse regarder la vérité sans filtre. Je n'ai pas tout de suite bougé. J'ai simplement reposé mes lunettes et j'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de Sophie. Pas celui qu'elle montre aux autres, non. Celui qu'elle réserve au moment où elle pense que je ne comprends pas, où elle croit que l'âge rend sourd, naïf, docile. Ma belle-fille, toujours tirée à 4 épingles, toujours le téléphone greffé à la main, toujours à me dire: «Madeleine, ce serait tellement plus simple si je gérais ça pour toi. Tu te fatigues». Je ne me fatiguais pas. C'est elle qui s'impatientait. C'est il y a 2 mois que tout a commencé, quand elle est venue chez moi avec un sourire large comme une vitrine. «On pourrait mettre ton application bancaire sur mon téléphone, juste pour que je puisse t'aider quand tu as un souci». Un souci. C'est drôle comme les jeunes appellent souci tout ce qui ne va pas dans leur sens. Je me souviens lui avoir répondu calmement: «Tu sais, Sophie, je me débrouille encore très bien». Et elle, avec ce ton doux et condescendant qui pique plus qu'un reproche: «Oui, mais ce n'est pas de ton époque tout ça. Je veux juste t'éviter des erreurs». Finalement, je l'avais laissé faire. Pas pour elle, mais pour mon fils, pour qu'il ait la paix, pour que je n'ai pas l'air de la vieille mère réfractaire au progrès. Quelle folie que cette peur d'être un poids! À croire qu'on se fait plus petite chaque année pour rester aimée. Alors maintenant, devant mon relevé, je repensais à cette scène. La façon dont elle avait pris mon téléphone sans me demander mon code, comme si ce n'était rien. La façon dont elle avait installé l'application, changé mes paramètres, tout en parlant très vite, trop vite, comme font les gens qui ne veulent pas qu'on m'en réfléchisse. Je suis restée un long moment sans parler. La maison était silencieuse, le tic-tac de l'horloge plus fort que d'habitude. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, pas à mon âge. Les colères, je les garde désormais à l'intérieur, là où elles me tiennent droite. Puis, doucement, j'ai pris ma veste, j'ai attrapé mon sac et j'ai rangé mon relevé bancaire dans la poche intérieure, comme une preuve, comme un poids nécessaire. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Rien n'avait changé dehors. Mais moi, si. Une phrase s'est formée dans ma tête, claire, nette, lourde comme un verdict. Elle a pris mes économies. Elle n'a pas encore compris que je pouvais prendre bien plus que ça. Et c'est là, exactement là, que j'ai décidé que je ne serais plus la vieille femme qu'elle croyait manipuler. Je n'ai pas encore pensé à la voiture. Pas encore, mais la graine venait d'être plantée. Je n'avais pas prévu de remonter le fil des derniers mois aussi minutieusement, mais quand la confiance s'effondre, tout ce qui semblait insignifiant prend soudain un sens inquiétant. En m'asseyant dans mon fauteuil, avec mon relevé froissé entre les doigts, j'ai compris que rien n'avait commencé ce matin. Non, cela faisait longtemps que Sophie préparait le terrain. Je me revois encore, il y a quelques semaines, assise dans le salon de mon fils. J'étais venue apporter un pot de confiture maison pour Émile, leur petit. J'aime faire ça, cuisiner pour ce que j'aime, c'est ma façon de rester présente sans déranger. Mais ce jour-là, j'avais remarqué quelque chose. Sophie ne me regardait plus vraiment. Elle me parlait sans me voir, comme on parle à une employée familière, pas à la mère de son mari. «Madeleine, tu pourrais signer ici? C'est juste pour mettre à jour les informations pour les assurances». Elle avait posé le papier devant moi, sans explication, sans même attendre ma réponse. Je l'avais repoussé doucement. «Ah, j'aimerais savoir ce que je signe». Elle avait souri, ce sourire tendu, poli comme une porte fermée. «C'est juste administratif. Tu me fais confiance, non?» Je n'avais pas signé, et son regard s'était légèrement durci comme une ombre traversant son visage. Depuis ce moment, les petites choses s'étaient multipliées. Les soupirs quand je demandais de répéter une information, les regards échangés avec mon fils, comme s'il parlait une langue dont j'étais exclue. Les «laisse, je vais m'en occuper».
prononcé trop vite, trop souvent. Et puis il y avait eu cette soirée chez eux, 2 semaines plus tôt. Un dîner calme, banal, jusqu'au moment où Sophie a lâché, d'un ton léger: «Quand on aura enfin un peu d'air, on pourra penser à voyager. Mais bon, on paie tellement de choses pour tout le monde.» Elle avait dit ça en regardant son assiette. Pas moi, mais la flèche était destinée à moi, cela ne faisait aucun doute. J'avais senti mes joues chauffer, pas de honte, non, d'une tristesse épaisse, presque collante. Je n'ai jamais demandé un centime, je n'ai jamais été un fardeau, mais voilà que dans sa tête, j'étais devenue une charge. À la fin du repas, j'étais allée chercher mon manteau dans l'entrée. Il faisait froid dehors. Et en fouillant mes poches, j'avais senti quelque chose d'étrange. Mon propre téléphone n'était plus à l'endroit où je l'avais laissé. Il était posé sur une étagère plus loin, écran allumé. Sophie est apparue derrière moi comme un chat. «Oh, je l'avais pris pour vérifier les notifications pendant que tu étais à table. Tu n'as rien raté.» Pas un mot pour demander permission, pas une seconde d'hésitation. Ce soir-là, j'avais mis ça sur le compte de l'habitude, de sa façon d'être. Aujourd'hui, je comprenais enfin. Elle testait mes limites. Et moi, comme beaucoup de femmes de mon âge, j'avais laissé faire. Pour éviter les histoires, pour préserver la paix, pour mon fils. Toujours pour mon fils. Mais ce matin, assise dans le silence de ma cuisine, une vérité s'imposait. Ce n'était pas de la maladresse, c'était une progression, une prise de place, une stratégie sans éclat, sans cri, mais terriblement efficace. Je me suis levée pour faire du café, pas pour le boire, non, juste pour occuper mes mains. Elles tremblaient légèrement, mais pas de peur. J'ai remarqué ma clé de voiture posée près du bol de sucre. Je ne sais pas pourquoi mon regard s'y est accroché. Peut-être parce que, sans que je le sache encore, cet objet allait devenir bien plus qu'un simple outil. Pendant que le café coulait, je repensais à une phrase qu'elle avait prononcée la semaine dernière. Tu sais, Madeleine, parfois il faut savoir déléguer. À ton âge, ça devient risqué de tout gérer seul. Mon âge. Le mot résonnait comme une porte qu'on claque derrière vous. J'ai éteint la machine, j'ai pris ma tasse, que je n'ai pas touchée, et je suis retournée m'asseoir. Les 18 000 euros, mon compte vidé comme si ma vie ne valait que ça. Je sais que certaines femmes réagissent en criant, d'autres en pleurant. Moi, non. Je suis d'une génération qui encaisse en silence jusqu'à ce qu'une ligne soit franchie. Et cette ligne, ce matin-là, venait d'être pulvérisée. Je n'avais encore rien dit. Personne ne savait que j'étais au courant. C'était peut-être la seule chose qui jouait encore en ma faveur. Alors je me suis penchée, j'ai repris mon relevé, je l'ai lissé du plat de la main. Je me suis entendue murmurer: Très bien, ma fille, tu as commencé, à moi de continuer. Je ne savais pas encore comment, mais je savais une chose. Je n'allais plus la laisser avancer d'un pas de plus sur ma vie. Je croyais avoir tout vu, tout encaissé, mais rien ne prépare une femme de mon âge à sentir qu'elle disparaît doucement de la table où elle a toujours eu sa place. Ce soir-là, chez mon fils, j'ai compris que je n'étais plus invitée à partager, seulement tolérée à la marge, comme une silhouette qu'on laisse dans un coin pour ne pas faire de vagues. Ils avaient y dressé la table avec soin, de beaux verres, des assiettes assorties, des serviettes pliées avec cette manie moderne du joli sans âme. Je suis arrivée avec une tarte aux poires, encore tiède, la même que je faisais quand mon fils était petit. Sophie l'a prise sans un mot, sans même croiser mon regard, et l'a posée dans la cuisine. Je la servirai plus tard, a-t-elle simplement dit. Plus tard. Je savais ce que cela signifiait, jamais. Pendant le repas, j'ai observé les détails. C'est dans les détails que se loge le mépris. Il suffit d'ouvrir les yeux. Devant chaque assiette, un couteau à viande. Devant la mienne, rien. J'ai d'abord cru à un oubli. À cet âge, on veut toujours croire à la bonne foi. Sophie a remarqué mon hésitation. Elle a levé la tête, m'a regardé avec un sourire si rapide qu'il aurait pu être dessiné. Oh, tu n'en auras pas besoin, Madeleine. La viande est assez tendre pour toi. Pour toi? La phrase a glissé dans l'air comme une gifle polie. Mon fils n'a rien dit. Il n'a même pas levé les yeux. Il coupait la viande d'Émile. Je me suis demandé si ce silence venait de la fatigue ou de l'habitude. Je me suis contentée de mon couteau de table. Je n'allais pas leur offrir le spectacle d'une vieille femme vexée. À mon âge, la dignité est un manteau qu'on garde même quand il pèse. Les conversations tournaient autour de projets auxquels je n'avais jamais été conviée. Des vacances à venir, des travaux qu'il voulait faire, un changement d'école pour Émile. À un moment, mon fils a dit: On verra comment on s'organise pour les finances. Et Sophie a ajouté: Oui, on doit faire attention, on aide déjà beaucoup. Elle n'a pas précisé qui.
Elle n'avait pas besoin. J'ai senti la phrase se poser sur moi, lourde, comme un manteau d'humiliation qu'on vous mettrait sur les épaules pour tester votre soumission. J'ai continué à sourire, ce sourire de service que j'ai porté toute ma vie quand je travaillais à la mairie. Sourire de façade, sourire de paix, sourire de femme qui sait que pleurer ne change rien. Puis est venu le moment de la tarte. J'ai entendu Sophie ouvrir le four. Elle est revenue à table, les mains vides. La pâte n'était pas assez cuite à ta craquette, a-t-elle dit. Je savais que c'était faux, mais j'ai hoché la tête. Une femme qui réclame la vérité dérange plus qu'une femme qui accepte le mensonge. Quand j'ai voulu débarrasser la table, Sophie m'a barré le passage. Non, Madeleine, laisse. Tu as déjà fait assez d'efforts pour ton âge. Encore, toujours, cette façon de vous renvoyer à vos années comme à une faute. Mon âge. Comme si mes rides les gênaient, comme si mon expérience ne valait plus rien. Comme si j'étais devenue un poids, un bibelot familial qu'on garde par obligation. J'ai compris une chose ce soir-là. Je n'étais plus une personne dans leur maison. J'étais devenue un rôle. Celui de la vieille femme qu'on traite avec condescendance pour mieux dissimuler la froideur. Ils me parlaient de comme si j'étais fragile, mais ce qu'ils appelaient fragilité n'était que leur propre lâcheté. Quand je suis repartie, il faisait nuit. Sophie ne m'a pas raccompagnée jusqu'à la porte, elle m'a lancé un bonne soirée depuis la cuisine. Mon fils m'a embrassée du bout des lèvres. J'ai senti son malaise, mais pas un mot n'est sorti de sa bouche. Sur le chemin du retour, j'ai marché lentement. Pas à cause de mes jambes, non, c'était ma respiration qui pesait, comme si l'air lui-même était devenu trop épais. À chaque pas, je revoyais la table, le couteau manquant, le sourire pincé, la tarte abandonnée. Une phrase tournait dans ma tête, insistante, presque obstinée. Si une femme accepte trop longtemps l'humiliation, elle finit par disparaître. Et je refusais de disparaître. La nuit était froide, mais en moi, quelque chose venait de s'allumer. Une force minuscule mais réelle, un feu qui n'attendait qu'un souffle pour grandir. Ce n'est jamais un mot brutal qui révèle la vérité. Ce sont les mots dits trop vite, les phrases qui glissent comme des éclats de verre dans une conversation ordinaire. Ce soir-là, c'est une remarque de Sophie prononcée sans réfléchir qui a tout fait basculer. J'étais passée voir Émile après l'école. Il m'avait appelé au téléphone, la voix excitée, pour me montrer un dessin. Je me suis rendue chez eux sans prévenir, comme je le faisais souvent avant. Sophie n'aimait pas ça. Je l'ai compris au premier regard. Elle a ouvert la porte avec un sourire figé, tendu, celui qu'on met quand on veut rester poli, mais qu'on bouillonne déjà. Ah, Madeleine, tu n'avais pas dit que tu venais. Émile m'a appelée. Elle a soupiré, très légèrement. Pas assez pour être impolie, juste assez pour être claire. Émile m'a sauté dans les bras, ce qui, je le voyais, dérangeait Sophie. Un enfant ne sait pas cacher ce qu'il ressent. Une belle fille, si. Je me suis installée dans le salon, Émile sur mes genoux. Sophie a rangé frénétiquement quelques papiers sur la table basse. J'ai reconnu des tickets de caisse, un relevé de compte, une brochure d'agence de voyage avec une plage turquoise en couverture. Je n'ai rien dit, pas encore. Mon fils est rentré quelques minutes plus tard. Il avait l'air fatigué. Trop. Oh, maman, je ne savais pas que tu étais là. Sa surprise n'a pas eu le temps de devenir joie. Sophie a posé un regard sur lui, un regard qui disait « Ce n'était pas prévu ». Et lui s'est rassis. La conversation est restée banale jusqu'au moment où tout a basculé dans une phrase qui n'avait l'air de rien. Sophie rangeait encore des papiers, nerveuse. Elle a lâché en soupirant. Entre les dettes, les dépenses et tout ce qu'on doit financer, on s'en sortira quand on aura un peu d'air. Elle parlait vite, trop vite pour se contrôler. Et mon fils a murmuré. Oui, surtout avec tout ce qu'on rembourse. J'ai relevé la tête. Qu'est-ce que vous remboursez? Il y a eu un silence, le genre de silence qui s'étire et s'alourdit, comme une nappe humide sur un brasier. Sophie a répondu avant lui. Des choses du quotidien, des frais imprévus, rien qui te concerne. Rien qui me concerne. C'était la phrase de trop. J'ai vu une ombre dans son regard, une inquiétude, pas celle qu'on ressent quand on parle trop. Non, celle qu'on ressent quand on craint d'avoir dit quelque chose qu'on ne pourra pas rattraper. J'ai posé Émile par terre et je me suis levée. Je vous laisse, j'ai des courses à faire. Sophie s'est crispée. Déjà? Mais reste un peu. Elle ne voulait pas que je reste. Elle voulait simplement sauver les apparences. En sortant, j'ai entendu, derrière la porte qui se refermait, tu vois, je t'avais dit qu'elle posait trop de questions. Il faudra qu'on clarifie les choses. Clarifier quoi? Avec qui? Et surtout, depuis quand?
Le froid extérieur m'a saisi comme un choc. Le ciel était gris, lourd, les réverbères venaient de s'allumer. Je marchais lentement, mais en moi quelque chose accélérait. Une certitude naissante, une évidence douloureuse. Il parlait d'argent, de dettes, de remboursement, et il ne voulait surtout pas que je sache lesquels. Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac, retiré mon manteau, et je me suis assise. Mes mains étaient froides, mais pas autant que mes pensées. J'ai repensé aux virements disparus, aux tickets de caisse pour des boutiques où je n'ai jamais mis les pieds, à cette brochure paradisiaque glissée trop vite. Il n'y avait plus de doute. Sophie avait pris cet argent, mon argent, celui que j'avais mis de côté en me privant, en économisant sur tout, pas pour Bali, pas pour des sacs de marque, pour les imprévus de la vie, pour ma vieillesse, pour ne pas être une charge. Et pourtant, aux yeux de Sophie, j'étais devenue exactement cela, une charge, une femme qu'on manipule, qu'on contourne, qu'on infantilise. J'ai senti mes épaules se redresser. C'était presque imperceptible, mais réel. Un vieux réflexe, celui que j'avais quand il fallait tenir bon, quand les choses dérapaient, quand une femme n'avait que sa colonne pour ne pas plier. Je me suis parlé à voix basse. Tu vas arrêter de te taire, Madeleine. Elle a posé ses cartes. À toi de poser les tiennes. Je n'avais pas encore le plan, mais j'avais déjà la certitude. Et parfois, c'est tout ce dont une femme a besoin pour commencer à reprendre sa vie. Je n'ai jamais aimé aller à la banque. Ce sont des endroits trop brillants, trop froids, où les jeunes employés parlent vite et vous expliquent la vie comme si vous aviez traversé vos décennies en dormant. Mais ce matin-là, je me suis levée avec une intention ferme. Je voulais voir la vérité de mes propres yeux, imprimée noir sur blanc, tamponnée, incontestable. Je me suis habillée plus lentement que d'habitude. Pas par fatigue, non, mais parce que j'avais besoin de cette lenteur pour rester calme. Un cardigan gris, mes chaussures noires solides, mon sac en cuir usé. J'ai glissé le relevé bancaire dans la poche intérieure. En sortant, j'ai fermé la porte avec soin. C'était drôle. Je me sentais presque prête à aller mener une bataille douce, silencieuse, mais bien réelle. La banque se trouvait à 15 minutes à pied. Le trottoir était encore humide de la pluie de la veille. Je me suis surprise à traîner un peu, à vouloir retarder ce moment où je verrais exactement comment Sophie avait procédé. Mais j'ai continué à avancer. À 75 ans, quand on commence un chemin, on le finit. En entrant, l'air climatisé m'a saisi. Derrière les bureaux vitrés, des employés tapèrent frénétiquement sur leur clavier. Une jeune femme est venue vers moi avec un sourire professionnel. Bonjour madame, je peux vous aider? J'ai répondu calmement. Oui, j'aimerais consulter certains mouvements sur mon compte et parler à un conseiller. J'ai été conduite à un bureau au fond. Une jeune conseillère, 30 ans à peine, maquillage impeccable, voix douce mais rapide, m'a accueillie. Installez-vous, madame. Chevalier. Madeleine Chevalier. Elle a tapé mon nom sur son clavier, puis a consulté mon dossier. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je lui ai tendu mon relevé. Ces mouvements, je veux savoir qui les a effectués. Son regard a glissé sur les 3 virements, puis elle m'a demandé ma pièce d'identité. Je la lui ai donnée. Vous n'avez pas fait ces transferts vous-même? Non. Elle a hésité, puis a tourné l'écran vers moi. Les opérations ont été faites via l'application mobile depuis un appareil enregistré dans votre espace client. Quel appareil? Elle a consulté les informations. Un téléphone Samsung, modèle récent? Ce n'est pas le vôtre? J'ai senti ma gorge se serrer. Non, mon téléphone n'a jamais été un Samsung. Elle a continué. Les virements ont été validés avec un code reçu par SMS. Donc, quelqu'un avait votre téléphone au moment de l'opération. Mon téléphone. Je revoyais cette soirée. Mon appareil posé ailleurs que là où je l'avais laissé. L'écran allumé, le sourire de Sophie. Je l'avais pris pour vérifier les notifications. J'ai respiré lentement. Est-ce que vous pouvez me donner les dates et heures exactes? Elle a imprimé un document et me l'a tendu. Les 3 virements avaient eu lieu à des moments où j'étais chez eux. Le dernier, exactement à l'heure où je lisais une histoire à Émile dans sa chambre pendant qu'ils préparèrent le dîner. Une chaleur étrange m'a traversée. Pas de la colère. Non, c'était autre chose. De la lucidité. La conseillère a ajouté, un peu gênée. Si quelqu'un a eu accès à votre téléphone, il a pu tout faire en votre nom. Voulez-vous déposer une réclamation? Je l'ai regardé. Ses yeux étaient pleins de compassion impersonnelle, de celle qu'on offre aux personnes âgées pour les rassurer. Pas encore, j'ai besoin d'un duplicata de tous les mouvements du mois, avec les signatures numériques. Bien sûr,
Elle a imprimé, agrafé, tamponné. Quand elle m'a remis le dossier, j'ai senti son regard se poser sur moi autrement, comme si elle comprenait que je n'étais pas venue me plaindre, que j'étais venue me préparer. Je me suis levée. Une dernière chose, est-ce possible de désactiver l'application mobile? Oui, immédiatement. Je l'ai laissé faire. Étape après étape, elle a supprimé l'accès, réinitialisé mes paramètres, modifié les notifications. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie reprendre pied. Avant de partir, elle m'a dit: vous savez, ce genre de situation arrive souvent quand un proche aide pour les démarches. J'ai souri doucement. Ce n'était pas de l'aide. En sortant de la banque, le vent était plus frais. Mon dossier sous le bras, je me sentais droite, solide, presque légère. Il y avait dans mon pas une résolution nouvelle, une énergie ancienne réveillée. Je savais maintenant exactement comment Sophie avait fait. Ce qu'il me restait à découvrir, c'était pourquoi elle croyait pouvoir s'en tirer. Et surtout, jusqu'où elle comptait aller. Je ne m'étais pas encore décidée sur ce que j'allais faire, mais le destin, ou peut-être simplement l'arrogance de ma belle-fille, a rendu les choses beaucoup plus simples. Le soir même de ma visite à la banque, alors que je rangeais le dossier dans mon buffet, mon téléphone a sonné. Sophie. Son nom affiché sur l'écran m'a procuré la même sensation qu'un courant d'air froid dans la nuque. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Madeleine? Tu es chez toi? Sa voix était agitée, précipitée, comme celle de quelqu'un qui veut obtenir quelque chose avant que vous ne posiez trop de questions. Oui, pourquoi? On voulait savoir si on pouvait passer. On a un souci. J'ai senti un léger sourire se dessiner dans mon esprit, pas sur mon visage, non, pas encore. Bien sûr, ai-je répondu calmement. Passez. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard. Sophie est entrée la première, talons rapides, regard vif. Mon fils suivait, l'air inquiet mais silencieux, comme toujours quand elle menait la danse. Madeleine, elle s'est assise sans y être invitée. On a besoin d'un service? Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés s'installer dans mon salon comme s'ils y avaient encore leur place. Sophie a inspiré profondément, puis a pris ce ton mielleux que je connaissais trop bien. Voilà, j'ai un déplacement important cette semaine et j'aurai besoin de ta voiture. La mienne doit être révisée et le garage ne peut pas me la rendre avant lundi. J'ai observé son visage. Aucun signe de gêne, aucune reconnaissance. Elle demandait comme on exige. Je me suis contentée d'un simple: pourquoi ma voiture? Elle a chaussé les épaules, faussement légère. Parce que tu ne conduis presque plus, elle reste dans ton garage, non? Et puis, entre nous, ce serait tellement plus simple pour nous trois. Pour nous trois? Cette manière d'inclure mon fils comme caution morale m'a toujours irritée. Elle parlait à ma place, pour lui, pour tout le monde, comme si ma vie était un espace qu'elle pouvait organiser selon son confort. Mon fils a ajouté d'une voix gênée: ce serait juste pour quelques jours, maman. Je l'ai regardé, longtemps. Il évitait mes yeux, comme un enfant pris à faire quelque chose qu'il ne comprend pas vraiment. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil. Et pourquoi est-ce que je vous rendrai ce service exactement? Sophie a cligné des yeux, surprise. Ce n'était pas dans mes habitudes de lui résister. Eh bien, parce que tu es toujours prête à aider et parce qu'on en a besoin. Un silence a suivi. Pas un silence vide, un silence où je les ai laissés sentir la gravité que moi seule percevais. Je me suis levée lentement, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dans ma poche intérieure, les documents de la banque semblaient peser plus lourd encore. Je les ai laissés quelques secondes dans l'ignorance, ils ne se doutaient de rien. Puis, je me suis retournée. D'accord, Sophie, tu peux prendre ma voiture. Son visage s'est éclairé, trop vite. Parfait, je me disais bien que... Mais, ai-je ajouté en relevant la main, j'en ai besoin demain matin. Je dois faire des papiers. Alors je te la prête dimanche. Pas avant. Elle a ouvert la bouche, certainement pour protester, puis elle s'est ravisée. Elle avait déjà gagné, croyait-elle. Un délai ne changeait rien à son triomphe. Très bien, a-t-elle dit en souriant. Dimanche. Ou ils sont repartis soulagés, pensant que la vieille Madeleine continuerait d'être accommodante, docile, prévisible. La porte refermée, j'ai avancé jusqu'à la table. Je me suis assise et j'ai souri, pas un sourire de vengeance, un sourire de femme qui comprend enfin qu'on l'a sous-estimée et que cette erreur va coûter cher. Parce que ce que Sophie ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait même pas imaginer, c'est que sa demande n'était pas un service, c'était une opportunité. Elle voulait ma voiture.
Elle n'avait aucune idée que son propre véhicule, garé devant chez elle, était légalement au nom de mon fils, et que moi, j'avais désormais besoin d'une arme silencieuse, d'un levier, d'un moyen de reprendre le contrôle. Ce soir-là, en fermant les volets, une pensée m'est venue, nette. Si elle m'a pris mes économies, je peux bien lui prendre quelques certitudes. Et la première d'entre elles serait sa voiture. Elle l'avait voulu ainsi. Elle avait tendu la main vers ce qui m'appartenait. À moi désormais de tendre la mienne vers ce qui lui semblait acquis. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas par agitation, mais par lucidité. J'étais assise dans mon lit, droite, éveillée, comme une femme qui attend qu'un orage se lève dans le silence. L'idée de prendre sa voiture m'était venue sans violence, presque naturellement, comme une évidence longtemps retenue. On croit toujours que la vieillesse nous ramollit. En réalité, elle nous affine, elle nous rend plus précises, plus attentives, plus capables de frapper au bon endroit, au bon moment. Le dimanche matin, j'ai entendu la pluie battre contre les vitres. Un ciel gris, un vent froid, un de ces jours où les jeunes préfèrent rester chez eux. Moi, au contraire, je me sentais légère. Je me suis vêtue simplement, un manteau sombre, mon sac, mes papiers. Rien de plus. J'ai marché jusqu'à chez eux. 18 minutes à pied. Je connais ce trajet par cœur. Je l'ai fait des dizaines de fois pour garder Émile, pour apporter une soupe, pour aider quand mon fils travaillait tard. Mais ce matin-là, chaque pas était différent. Ce n'était plus une visite, c'était une avancée. En arrivant devant leur maison, j'ai vu la voiture de Sophie, garée sur le trottoir, légèrement de biais, comme toujours. Une voiture trop grande pour elle, trop chère, trop prétentieuse. Une voiture qu'elle exhibait comme un trophée de sa réussite. Je me suis approchée et j'ai observé discrètement l'intérieur. Rien d'anormal. Le siège passager était encombré de sacs, de reçus, de vêtements qu'elle avait dû déposer là sans y penser. Je me suis dirigée vers la porte. J'ai sonné. C'est mon fils qui a ouvert. Il avait l'air encore d'autre. Dinen, Thompson rendormi. Maman, tu es déjà là? Oui, je viens pour te voir 5 minutes. Il s'est écarté. Sophie est apparue au bout du couloir, cheveux encore mouillés, une serviette autour du cou. Ah, Madeleine, je pensais que tu passerais plus tard. Je l'ai regardée calmement. Je voulais simplement te dire que ma voiture est prête. Tu peux la prendre cet après-midi, comme convenu. Elle a souri satisfaite. Parfait, merci, vraiment. Tu nous aides énormément. Je n'ai pas répondu. Je me suis tournée vers mon fils. Tu peux me donner les clés de la voiture? Il faut que je fasse une course rapide avant. Il a ouvert un tiroir et m'a tendu un trousseau. Et c'est là que tout s'est joué. Parmi ces clés, il y avait celle de la voiture de Sophie, ou plutôt celle qu'elle croyait être les siennes, mais que je savais inscrite au nom de mon fils, puisque c'était lui qui l'avait achetée avant leur mariage. Je les ai reconnues, je les ai prises. Sans trembler. Merci, ai-je dit simplement. Ils n'ont rien remarqué. Ils ne voyaient jamais rien quand cela me concernait. Je suis sortie, la pluie s'était calmée. J'ai avancé vers cette voiture que j'avais tant vue, tant de fois, sans jamais y prêter attention. Mais aujourd'hui, elle n'était plus un symbole de son arrogance. Elle était la clé, littéralement, de ma reprise de contrôle. J'ai ouvert la portière, l'odeur forte d'un parfum trop sucré m'a envahi. J'ai posé mon sac sur le siège, ajusté le rétroviseur, mes mains ne tremblant pas. C'est drôle, à cet âge, lorsque quelque chose est juste, notre corps le sait avant nous. Quand j'ai mis la clé dans le contact, j'ai eu une pensée pour mon mari. Il m'avait appris à conduire quand j'avais 30 ans. Une femme doit pouvoir se sauver toute seule, disait-il souvent. À l'époque, je trouvais ça théâtral. Aujourd'hui, cela prenait un sens nouveau. Le moteur a démarré, j'ai quitté leur rue, lentement. Puis j'ai pris la direction opposée à la leur. Je ne fuyais pas. Non, je me mettais simplement hors de leur portée. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais un air qui n'était pas chargé de condescendance. Je suis allée dans mon ancien village, celui où nous avions vécu avant que mon mari ne tombe malade. Une petite maison encore à mon nom, que je n'avais jamais vendue. Personne ne s'en souvenait, pas même Sophie. En arrivant, j'ai ouvert les volets. L'air était poussiéreux mais paisible. J'ai garé la voiture dans le garage. Porte fermée, cadenas attaché. Sophie pouvait bien chercher. Elle pouvait même paniquer. Elle n'imaginerait jamais où je l'avais mise. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un avertissement silencieux. Tu n'es pas la seule à savoir manipuler. Je suis restée dans la maison un long moment, assise sur une chaise bancale, respirant ce mélange de meubles anciens et de souvenirs. Je savais qu'ils allaient appeler, je savais qu'elle s'énerverait, et j'étais prête.
Quand mon téléphone a vibré dans ma poche, j'ai souri. Pas par plaisir, non, par lucidité, car la partie commençait enfin. Le téléphone vibrait encore quand je suis sortie du garage. La sonnerie insistait, mécanique, presque nerveuse. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de le retourner face contre la table, comme on tourne le dos à quelqu'un qui frappe trop fort à une porte. Au bout de quelques secondes, il s'est tu, puis a vibré de nouveau, 3 fois. Sophie, évidemment. Elle ne supportait pas l'incertitude. Elle avait besoin de contrôler chaque minute, chaque mouvement, chaque respiration autour d'elle. C'est ce qui la rendait prévisible et donc facilement déstabilisable. Je me suis servi une tasse d'eau chaude, faute de café dans cette vieille maison. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la route déserte. La tranquillité contrastait avec l'agitation qui devait régner chez eux. Je n'étais plus sous leur toit, ni sous leur regard. Et ça, je pense, Sophie ne l'avait pas anticipé. 20 minutes plus tard, mon téléphone a enfin cessé de vibrer. J'ai attendu encore 5 minutes. Puis j'ai pris l'appareil, avec le calme d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Un message, puis un deuxième, puis un troisième. Sophie. Madeleine, tu peux répondre, c'est important. Sophie. On a besoin de la voiture. On avait organisé notre journée. Tu es partie où? Sophie. Madeleine, ce n'est pas raisonnable. Appelle-nous. Raisonnable. Quand une personne qui vous vole votre argent vous demande d'être raisonnable, il y a là une forme de comédie presque élégante. J'ai posé le téléphone et je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, c'est mon fils qui a appelé. Sa voix tremblait légèrement. Pas de colère, d'inquiétude. Maman, où es-tu? Sophie dit que tu as pris la voiture. Je suis restée un instant silencieuse, juste assez pour qu'il sente l'espace, le poids du moment. Je suis sortie, ai-je dit simplement. Mais tu vas où? On s'inquiète? Je pouvais entendre Sophie derrière lui soufflant des mots que je devinais sans peine. Demande-lui quand elle revient. Dis-lui que c'est dangereux. Demande la voiture. Ne t'inquiète pas, ai-je murmuré. Je vais bien. Maman, tu sais qu'elle en a besoin. J'ai fermé les yeux. Toi aussi, tu en as besoin? Il n'a pas répondu. Son silence était un aveu. Je te rappellerai plus tard, ai-je ajouté. Puis j'ai raccroché doucement. Il leur a fallu moins de 10 minutes pour passer à l'étape suivante, la panique déguisée en colère. Sophie, Madeleine, ce n'est pas normal ce que tu fais. On a des obligations. Tu dois ramener la voiture. Sophie, on vient chez toi si tu ne réponds pas. Chez moi. Elle croyait que chez moi signifiait encore l'appartement où elle pouvait entrer comme dans un territoire acquis. Elle ne savait pas que j'étais revenue dans un endroit qu'elle ignorait complètement, un lieu qui m'appartenait, où son nom n'avait aucune valeur. Le soleil commençait à descendre. Les murs de la petite maison prenaient une teinte dorée. Je me suis levée, j'ai remis mon manteau et je suis sortie respirer l'air frais du jardin. Un jardin en friche, certes, mais un jardin libre, que personne ne jugeait. Ici, je pouvais marcher sans entendre qu'il fallait mieux entretenir. Ici, je pouvais exister sans qu'on souligne mon âge. Sophie, elle, devait être en train de tourner en rond dans son salon parfaitement rangé, incapable de supporter l'idée qu'une femme de 75 ans puisse lui échapper. Quand je suis rentrée dans la maison, le téléphone sonnait encore. Je l'ai décroché cette fois. Bon, Sophie ne criait pas, mais sa voix vibrait d'une colère contenue. Tu veux bien m'expliquer ce que tu fais? Je me suis assise, lentement. Je me promène. Avec ma voiture, j'ai laissé un silence glisser entre nous. Elle n'est pas à ton nom, Sophie. Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quelle insulte. On pouvait presque entendre son souffle se couper. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'ai dit, elle n'est pas à ton nom. Elle a respiré vite, trop vite. Ce n'est pas un sujet, Madeleine. Tu sais très bien que... Si, c'est exactement le sujet. Elle a perdu patience. Tu vas ramener cette voiture, maintenant. Tu joues à quoi, enfin? Oh, je n'ai pas haussé le ton. À mon âge, on apprend à tuer avec les silences, pas avec les cris. Je fais exactement ce que tu fais depuis des mois. Je prends ce qui ne m'appartient pas. Elle a soufflé d'un rire sec. Tu insinues quoi, là? Rien, je constate. Tu as pris mon argent. Et maintenant, j'ai pris ton confort. 1 seconde, 2, 3. Puis sa voix a changé. Plus basse, plus froide. Tu vas le regretter, Madeleine. J'ai souri, pas parce que j'étais forte, parce que je n'avais plus peur. Peut-être, mais toi tu vas devoir réfléchir. Et ça, tu ne sais pas faire.
Je l'ai laissée dans ce silence-là. Elle n'avait rien vu venir, rien compris, rien anticipé. Et pour la première fois, elle réalisait que j'étais loin d'être aussi fragile qu'elle l'imaginait. En raccrochant, j'ai su une chose. Elle venait de perdre le contrôle. Et moi, je venais tout juste de commencer à reprendre le mien. Je suis restée un long moment assise sur la chaise en bois de la vieille maison, le téléphone encore tiède dans ma main. Ce qu'elle avait dit, tu vas le regretter, ce n'était pas une menace, c'était une habitude. Sophie croyait que ces mots avaient le pouvoir de modeler les autres, de les faire plier. Elle ne comprenait pas encore que j'avais déjà plié toute ma vie et qu'il n'y a plus grand-chose à plier quand on a vécu autant que moi. Le silence de la maison était profond. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le ciel s'assombrissait. Je savais que Sophie ne se calmerait pas. Je la connaissais trop bien. Elle allait continuer, insister, tourner en rond comme un animal pris au piège de sa propre impatience. Et moi, j'avais besoin de la suite. Pas de ses cris, non, de quelque chose de bien plus solide que sa colère, la vérité juridique. J'ai pris mon sac, mes papiers, et je suis sortie. Le notaire n'était qu'à 10 minutes en voiture. 10 minutes dans cette voiture qui n'était pas censée être la mienne, mais que je conduisais avec une tranquillité presque insolente. En chemin, mes mains se sont posées naturellement sur le volant. Une sensation étrange est montée en moi. Je n'avais rien volé, j'avais juste trouvé le seul moyen de me faire entendre. En arrivant devant l'étude notariale, j'ai éteint le moteur, respiré profondément, et je suis entrée. L'accueil était calme, ordinaire, presque rassurant. Une jeune secrétaire m'a demandé mon nom. Madeleine Chevalier, j'aimerais voir maître Larocque si possible. Elle m'a souri. Vous avez de la chance, il a un créneau libre dans 5 minutes. 5 minutes, le temps exact qu'il m'a fallu pour relire la première page du dossier de la banque dans ma tête, les dates, les heures, les montants, les preuves. Quand maître Larocque m'a reçu, il s'est levé et m'a tendu la main. Il me connaissait encore depuis l'époque où nous avions vendu la maison de campagne après la mort de mon mari. Un homme posé, doux, mais avec une rigueur dans le regard qui vous redonne confiance. Madeleine, qu'est-ce qui vous amène? Vous semblez inquiète? Pas inquiète, maître. Ah, lucide. Je me suis assise, j'ai posé mon dossier sur la table. On m'a pris de l'argent, beaucoup d'argent, et j'ai besoin de comprendre exactement ce que je peux faire. Il a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les pages avec attention. 3 virements importants, effectués depuis votre application mobile, sans votre accord? Oui. Vous avez déposé une plainte? Pas encore. Je veux d'abord savoir ce que dit la loi. Rien que la loi. Il a hoché la tête, l'air grave. Madeleine, si quelqu'un a accédé à votre téléphone, qu'il a validé les opérations et que vous pouvez prouver que ce n'était pas vous, alors il s'agit d'un abus de confiance et potentiellement d'une escroquerie. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, pas de la vengeance, de la reconnaissance. Enfin, quelqu'un mettait les bons mots sur ce qui m'avait rongé depuis des semaines. Mais ce n'est pas tout, a-t-il ajouté. Ces sommes ne peuvent pas être justifiées sans votre accord écrit, même si la personne prétendait vous aider. La loi protège les personnes vulnérables, Madeleine. Je l'ai regardé longtemps. Vous croyez que je suis vulnérable, maître? Il a souri doucement. Non, mais la loi suppose que, passé un certain âge, on peut être influençable. Moi, je vous connais, mais elle, non. Et c'est elle qui va nous aider. Il a tourné une page. Maintenant, à propos de la voiture, pourquoi l'avez-vous prise? Je n'ai pas menti. Pour comprendre jusqu'où elle pensait aller, pour la mettre face à sa propre logique. Elle ne respecte rien de ce qui est à moi. Il a soupiré, mais pas de reproche dans son souffle. La voiture est au nom de votre fils, je vois, pas de votre belle-fille. Vous n'avez donc rien fait d'illégal? Et là, comme un verrou qui saute, j'ai senti une liberté nouvelle se déployer en moi. Madeleine, écoutez-moi bien, a-t-il dit en refermant le dossier. Vous n'êtes pas dans une querelle familiale. Vous êtes dans un cas juridique sérieux. Si vous le souhaitez, je peux préparer un dossier complet. D'ici quelques jours, nous pourrions agir. Je n'ai pas tout de suite répondu. Je pensais à Émile, à mon fils qui ne voyait rien ou qui ne voulait pas voir, à Sophie qui ne comprenait que le langage du pouvoir. Puis j'ai soufflé lentement. Oui, maître, préparez tout. Je ne veux pas me battre. Je veux la vérité. Et je veux ma dignité. Il a hoché la tête. Donnez-moi 48 heures. 48 heures. C'était presque ironique, exactement le temps qu'elle avait mis pour prendre mes économies. En sortant du bureau, je me suis sentie droite, solide, presque fière.
Le vent frais balayait les feuilles mortes sur le trottoir. J'ai serré les clés de la voiture dans ma main. Cette voiture n'était pas à elle, cet argent n'était pas à elle, ma vie n'était pas à elle, et maintenant, pour la première fois, quelqu'un allait devoir lui rappeler où étaient-ils les limites. Je suis restée un moment sur le trottoir devant l'étude notariale, les mains serrées autour de mon sac, le vent soufflait fort, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était enfin apaisé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule dans cette histoire. Il y avait des mots, des lois, un professionnel qui voyait ce que je voyais. Ce n'était plus une vieille histoire de famille, c'était un dossier, un vrai. Je suis montée dans la voiture, sa voiture, et j'ai fermé la portière avec douceur. Le silence à l'intérieur était presque confortable. J'ai posé mes mains sur le volant et j'ai soufflé. Je savais que Sophie n'allait pas supporter la situation. Je savais qu'elle allait redoubler de messages, de colère, d'insistance. Mais désormais, ça n'avait plus d'importance. Ma fragilité supposée, son arrogance affichée, tout ça venait de changer de terrain. J'ai roulé tranquillement vers ma vieille maison. Sur le chemin, le téléphone a encore vibré. J'ai jeté un regard rapide. 23 messages non lus, je n'en ai ouvert aucun. De retour dans mon ancien village, j'ai garé la voiture dans la cour, à l'abri. Le soleil commençait à décliner, étirant les ombres comme des fils de soie. Je me suis assise sur la marche en pierre devant la porte. La maison sentait le bois sec et la poussière, mais c'était une odeur qui ne jugeait personne. Après quelques minutes, mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était mon fils. Je savais qu'il devait être au bord du malaise entre les cris de sa femme et l'incompréhension qui devait lui serrer la gorge. J'ai décroché. Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Sophie est dans tous ses états. Sa voix tremblait légèrement. Il était pris entre deux mondes, comme toujours. Je te l'ai dit, ai-je répondu calmement. Je vais bien, mais tu sais qu'on avait besoin de la voiture. Tu aurais pu nous prévenir. J'ai laissé un silence s'installer. Et moi, tu aurais pu me prévenir quand ma banque m'a signalé des retraits que je n'ai pas faits. Il n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais presque entendre sa respiration se bloquer. Maman, je ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas encore, mais tu vas comprendre. Il a insisté. Tu peux revenir à la maison? On peut en parler calmement. Sophie est stressée, tu sais comment elle est? J'ai fermé les yeux un instant. Oui, je savais exactement comment elle était, et j'avais enfin cessé d'avoir peur de ses humeurs. Je reviendrai, ai-je dit, mais pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire. J'ai raccroché, sans me justifier. C'était la première fois depuis longtemps. Le reste de la journée, j'ai trié les documents que m'avait remis la banque. Je les ai alignés sur la table comme un fil chronologique de trahison. 3 virements, 3 manipulations, 3 moments où Sophie avait eu mon téléphone pendant que je pensais naïvement qu'elle voulait m'aider. En début de soirée, j'ai reçu un message inattendu. Sophie, Madeleine, je crois qu'il y a un malentendu. Appelle-moi, on peut régler ça. Pas de colère, pas d'ordre, pas d'agacement, juste une tentative de reprendre le contrôle par la douceur. Je n'ai pas répondu. Plus tard, un autre message. Sophie, écoute, si tu as un problème avec moi, on peut t'en parler. Mais tu ne peux pas prendre la voiture sans prévenir. Je me suis mise à sourire. Elle s'adoucissait parce qu'elle paniquait. Elle paniquait parce qu'elle perdait pied. Et elle perdait pied parce qu'elle ne comprenait pas que je n'étais plus la vieille femme docile qu'elle manipulait depuis des mois. À la tombée de la nuit, je suis allée marcher dans le jardin envahi par les herbes hautes. Une lune pâle éclairait les silhouettes des arbres. Je pensais à ma vie, à tout ce que j'avais supporté, à tout ce que j'avais laissé passer pour préserver la paix, et à la ligne invisible que Sophie avait franchie sans même regarder où elle mettait les pieds. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai allumé une petite lampe et j'ai posé les clés de la voiture devant moi. 2 objets anodins mais qui représentaient tout ce qui avait basculé. Je me suis dit, très doucement, tu voulais tout contrôler, ma fille. Tu n'auras plus rien sans lutter. Et cette pensée ne m'a pas rendue coupable. Elle m'a rendue vivante. Je savais que ce moment arriverait. On ne peut pas retirer une certitude à quelqu'un, surtout une certitude injuste, sans qu'il se débatte. Et ce soir-là, quand mon téléphone a vibré encore une fois, j'ai vu s'afficher le nom que j'attendais depuis des heures, mon fils. Pas Sophie, lui. J'ai hésité avant de répondre. Pas par rancœur, mais parce que je savais que cette conversation serait un tournant, une fissure dans tout ce qu'il croyait maîtriser. Maman, tu peux parler? Sa voix était basse, prudente. L'homme n'a jamais su affronter les conflits.
Enfant, il se cachait derrière moi. Adulte, il se cache derrière elle. Oui, je t'écoute. Un silence. Je l'imaginais assis sur le canapé, mains jointes, Sophie tournant en rond devant lui comme une ombre nerveuse. Pourquoi tu fais ça? J'ai souri sans qu'il puisse le voir. Faire quoi? Partir comme ça, prendre la voiture, ne rien dire. Sophie est complètement paniquée. Je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre de la maison, la nuit tombée, le jardin qui respirait librement. Et toi? Tu es paniquée, toi? Il a hésité avant de répondre. Je. Je ne comprends pas. Oh, alors j'ai posé la question qui brûlait mes lèvres depuis des jours. Est-ce que tu savais pour mon argent? Un silence, long, lourd, comme si les mots pesaient trop pour passer par sa gorge. Quel argent? J'ai fermé les yeux. C'était une réponse, pas celle qu'il pensait me donner, mais une réponse quand même. Je me suis assise. Très bien, alors écoute-moi. Pendant que tu pensais que ta femme m'aidait avec mes démarches, elle accédait à mes comptes, et 3 virements sont partis, de grosses sommes que je n'ai jamais autorisées. Il a expiré brusquement comme si un mur venait de s'écrouler dans son esprit. Sophie n'aurait jamais fait ça. La phrase m'a frappée par sa naïveté. Pas sa foi, non, sa cécité. Tu ne veux pas le croire, ce n'est pas pareil. Il restait muet comme un enfant pris entre deux vérités. Alors j'ai continué. J'ai vu les documents, j'ai vu les heures, les accès, les validations. Tout. J'ai parlé avec un notaire. Il prépare un dossier. Un dossier? Pourquoi faire? Pour que les choses soient claires, pour qu'on arrête de jouer aux devinettes. J'ai entendu un bruit de pas précipité, une voix étouffée derrière lui, Sophie. Elle disait quelque chose comme dis-lui de revenir, dis-lui de s'expliquer, dis-lui qu'elle invente. Toujours les ordres, toujours la pression. Maman, a-t-il repris, tu n'es pas obligée d'aller si loin. On peut résoudre ça entre nous, comme une famille. Ce mot m'a frappée, famille. Le même qu'elle utilisait pour justifier ses intrusions, ses manipulations, ses humiliations silencieuses. Une famille? Ai-je répété doucement. Alors pourquoi personne ne s'est soucié de moi quand j'ai commencé à disparaître? Quand on ne me laissait plus décider de rien, même pas d'un papier? Quand on me parlait comme si j'étais un poids? Il a baissé la voix. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Peut-être, mais c'est ce que vous avez fait. J'ai respiré profondément. Chaque mot était lourd, mais pas cruel, juste vrai. Je ne suis pas fâchée contre toi, ai-je dit, mais tu dois arrêter de croire que tout ce qui vient d'elle est forcément juste. Elle prend beaucoup de place, ton épouse. Trop. Et toi, tu te mets derrière. Il ne répondait plus. Je savais que mes paroles le heurtaient, pas pour leur dureté, pour leur vérité. Je reviendrai te voir, ai-je fini par dire. Quand tu seras prêt à m'écouter sans qu'elle parle à ta place. Il a tenté bon, maman, attends, mais j'ai coupé, pas par colère, par protection. Pour la première fois, je me protégeais de mon propre fils. Quand j'ai posé le téléphone, mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, d'émotion. Cette conversation m'avait coûté beaucoup, mais elle avait ouvert une brèche où la lumière pourrait passer. Je suis restée un moment assise, le regard perdu dans la nuit. Puis j'ai murmuré pour moi-même. On ne t'a pas donné une mère pour que tu la laisses disparaître. Tu as encore le temps de te réveiller. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ce n'était pas Sophie que je devais sauver, c'était lui. Je savais que ce moment arriverait. Sophie n'allait pas se contenter de messages, d'appels et de soupirs indignés. Non, une femme comme elle ne supporte pas le silence. Le silence, pour ces gens-là, c'est pire qu'une gifle. C'est un refus d'exister sous leur contrôle. Alors, le lendemain matin, alors que je sirotais une tasse d'eau chaude dans ma vieille cuisine, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement ouvert un peu le rideau. La BMW noire. Même ici, dans ce village isolé, elle apportait avec elle quelque chose de trop brillant, trop agressif pour les lieux. La portière s'est ouverte brusquement. Sophie est sortie, son manteau beige parfaitement cintré, son chignon serré comme une pensée rigide. Elle a regardé la maison, l'air contrarié, comme si elle trouvait indécent que je vive dans quelque chose qu'elle ne pourrait jamais contrôler. Elle a frappé, 3 fois, fort, pas la politesse, une sommation. Je suis allée ouvrir, lentement. Je voulais qu'elle sente que je ne me précipitais plus, que rien en moi ne vibrait sous ses ordres. Madeleine, une seule syllabe tranchante. Sophie, entre.
Elle est entrée sans un merci, avançant dans la pièce avec l'air de quelqu'un qui inspecte une scène d'incident. Elle a balayé la maison du regard, comme si elle prenait note de chaque poussière, chaque fissure. Peut-être pensait-elle que la pauvreté d'un lieu donnait de la pauvreté au cœur. C'est une erreur que font les gens qui n'ont jamais manqué de rien. Tu pourrais nous dire où tu étais, tu sais? On est venu hier soir et tu n'étais pas chez toi. J'étais ici. Ici? Mais pourquoi? Je me suis assise. Pas elle. Elle restait debout, à me surplomber, croyant encore que sa hauteur lui donnait du pouvoir. Parce que cette maison m'appartient et qu'elle est à moi seule. Personne ne m'y parle mal, personne n'y regarde mes affaires sans permission. Elle a fait un petit rire sec, nerveux. Madeleine, on doit arrêter ce théâtre. Tu as pris ma voiture, tu as mis ma famille en difficulté. C'est grave ce que tu fais. Ta voiture? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle n'est pas à ton nom. Tu n'as jamais payé 1 euro pour elle. Elle appartient à mon fils. J'avais autant le droit de la prendre que lui. Elle a blémi, pas beaucoup, juste un voile. Mais je connais les visages. J'ai enseigné 30 ans. Je sais reconnaître la seconde où une arrogance reçoit son premier coup. Ce n'est pas la question, a-t-elle riposté aussitôt, se raccrochant à sa colère. La question, c'est pourquoi tu fais ça? Je suis restée calme. Pourquoi tu m'as pris mon argent? Elle a cligné des yeux, juste une fraction de seconde. La fissure. La vraie. Quoi? Tu as entendu? 3 virements. Les mêmes jours où tu avais mon téléphone entre les mains. Les mêmes heures où tu me disais laisse, je vais m'en occuper. Elle a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée. Avant que tu inventes une histoire, sache que j'ai déjà vu un notaire et que j'ai les documents. Elle essaie de rester immobile. Puis elle a souri, un sourire parfaitement maîtrisé, parfaitement faux. Madeleine, tu ne comprends pas. Je voulais t'aider. Tu savais même plus comment utiliser ton téléphone. Je voulais juste organiser un peu. Et puis, on avait besoin d'argent pour Bali. Son sourire s'est figé. Un souffle, un battement. Je tenais sa vérité. Ce n'est pas ce que tu crois. On avait des urgences. 3 urgences, à exactement 18 263 euros. Elle a perdu patience. Tu dramatises tout. Ce n'était pas si grave. Tu as de la retraite. Tu n'as presque aucune dépense. On t'aide tout le temps. Tu devrais être reconnaissante. Je n'ai pas bougé. Reconnaissante de quoi? Que tu m'aies effacé pièce par pièce? Que tu décides pour moi? Que tu prennes ce qui n'est pas à toi? Elle s'est approchée trop près. Oh. Tu vas nous rendre la voiture. Tu vas nous rendre les clés. Tu vas arrêter tout ça. Parce que tu n'auras pas la force d'aller plus loin. Je l'ai laissé finir sa phrase. Puis je me suis levée, lentement, et j'ai planté mes yeux dans les siens. Sophie, tu as volé l'argent d'une vieille femme. Tu as menti à ton mari. Tu m'as humiliée pendant des mois. Et maintenant, tu crois encore que je vais baisser la tête? Elle n'a rien répondu. Alors j'ai ajouté, calmement, avec une douceur qui l'a surpris, je ne suis pas en colère, tu sais, je suis déçue. Et il n'y a rien de plus solide qu'une déception chez une femme de mon âge. Elle a reculé d'un pas. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne savait plus quoi dire. Sors maintenant, j'ai des choses à faire. Elle a ouvert la bouche, s'est ravisée, puis elle est sortie, sans se retourner. Je savais exactement où elle irait, chercher à reprendre le contrôle. Mais ce contrôle ne lui appartenait plus. Pas aujourd'hui, pas demain, plus jamais. Je le savais, une femme comme Sophie ne reste jamais longtemps silencieuse. Le silence, chez elle, c'est une défaite. Alors, moins d'1 heure après son départ, mon téléphone a vibré encore. Non pas un message cette fois, un appel. Maître Larocque. J'ai fermé les yeux une seconde. J'étais prête, mais je sentais malgré tout ce frisson particulier qu'on ressent juste avant un point de non-retour. Madeleine? Sa voix était posée, mesurée, mais tendue d'une manière discrète. J'ai reçu les premiers documents dont j'avais besoin. Je pense que vous devriez passer à l'étude dès demain. Nous avons matière à avancer. Je me suis assise. Vous avez trouvé quelque chose? Disons que les preuves de manipulation et d'abus de confiance sont très nettes. J'aimerais vous les montrer en personne. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Je serai là. Quand j'ai raccroché, le silence de la maison semblait soudain moins lourd. Pas plus doux, non, mais plus clair. Comme si, peu à peu, chaque pièce reprenait sa place. Le reste de la journée, je l'ai passé à préparer ce que je savais venir. Un affrontement qui ne serait plus moral, plus émotionnel, mais légal. Et ce terrain-là, Sophie ne pourrait plus le manipuler.
Le soir, alors que je refermais les volets, mon téléphone a vibré de nouveau. Message vocal de mon fils. J'ai hésité avant d'appuyer sur lecture. Sa voix était basse, lente. Maman, je sais pas quoi penser. Sophie dit que tu exagères, que c'est un malentendu. Elle pleure depuis tout à l'heure. Elle dit qu'elle veut juste retrouver une relation normale avec toi. Je ne comprends plus rien. On pourrait on pourrait se voir tous les trois pour parler, s'il te plaît. J'ai senti quelque chose me serrer la poitrine. Pas de douleur, pas de colère. De la tendresse, une tendresse fatiguée. Il n'était pas coupable, seulement aveugle. Je me suis assise et j'ai respiré profondément avant de lui répondre. Je t'aime, mon fils, mais je ne viendrai pas tant que tu ne pourras pas me parler sans qu'elle souffle derrière toi. Ce n'est pas un malentendu. Et tu le sais. Quand tu voudras entendre la vérité, vraiment, je serai là. J'ai envoyé le message, simple, nettement posé, sans une trace de rancune. Plus tard dans la soirée, quand je me suis installée à la table, j'ai étalé les documents devant moi. Les relevés, les heures, les signatures numériques. Je les regardais comme on regarde les pièces d'un puzzle qu'on a mis trop longtemps à assembler. Et puis, un détail m'a frappé. Une date, un montant précis. Exactement le même jour où Sophie m'avait demandé de l'aider à ranger la chambre d'Émile, me laissant seule dans le couloir pendant qu'elle prenait un appel important. Je me suis remémoré la scène parfaitement. Elle avait mon téléphone dans la main, le mien, pas le sien. Elle m'avait dit qu'il clignotait et qu'elle voulait vérifier si ce n'était pas une alerte. J'ai fermé les yeux. Il n'y avait plus de doute. Pas une zone grise, pas un peut-être. Elle avait volé en toute conscience. Le lendemain matin, à l'aube, j'étais déjà devant l'étude notariale. Maître Larocque m'a reçu aussitôt. Il a étalé les papiers sur son bureau. Madeleine, regardez. Il a montré un document imprimé. L'historique technique des connexions. Ce téléphone, il a tapé du doigt sur un numéro e-mail. Ce n'est pas le vôtre, c'est celui de votre belle-fille. Et c'est ce téléphone qui a validé les opérations. Votre carte SIM était dans votre appareil, mais le code fourni par SMS a été lu sur un second appareil qui avait accès à votre messagerie. Je suis restée immobile. La précision de la trahison m'a frappée directement au cœur. Pas par surprise, j'avais déjà compris, mais par la netteté du geste. Du B. Maître Larocque a continué. Cela constitue une infraction pénale et, selon le contexte familial, un abus de faiblesse. Je peux lancer une mise en demeure ou aller plus loin. C'est à vous de décider. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai murmuré « Je veux qu'elle comprenne, pas qu'elle soit détruite ». Il a hoché la tête. Alors, nous allons opter pour une mise en demeure ferme, argumentée, incontournable, et nous allons la notifier officiellement. Je me suis levée. Mes jambes étaient stables, mon souffle aussi. Maître? Oui? Elle doit comprendre qu'on ne vole pas une vieille femme parce qu'on la pense seule. Il a souri un sourire rare, presque respectueux. Et elle va le comprendre. Très vite. Quand je suis sortie, j'ai senti le vent froid contre mon visage. Ce n'était pas un vent menaçant, c'était un vent de changement. Ce soir-là, dans ma petite maison, en fermant la porte à clé, j'ai eu une certitude profonde. La prochaine étape ne dépendait plus d'elle, elle dépendait de moi. Le lendemain, je me suis réveillée avant le soleil. Pas par anxiété, non, mais parce que quelque chose en moi s'était remis à respirer. Un souffle ancien, celui d'une femme qui n'avait jamais demandé qu'une seule chose dans la vie, qu'on la laisse exister avec dignité. Je me suis préparée lentement, comme on se prépare pour une rencontre importante avec soi-même. J'ai mis mon manteau, pris mon sac, et je suis partie vers ma maison d'origine. Pas pour fuir, pour attendre, car je savais que Sophie ne laisserait pas passer la mise en demeure. Je savais qu'elle allait réagir, et je voulais être dans un lieu où rien d'elle ne pouvait m'atteindre autrement que par la porte ou le téléphone. Un lieu neutre, le mien. À 10 heures précises, mon téléphone a vibré, message de Maître Larocque, notification envoyée, réception confirmée par signature. Je vous tiens informé des suites. Je suis restée quelques secondes immobile, l'appareil entre les mains. C'était fait, l'acte était posé. Et en un instant, tout ce qui avait été flou, humiliant, insolent, venait d'être enfermé dans des mots officiels que Sophie ne pourrait ni tordre ni étouffer. À 11 heures, les premières vibrations ont commencé. Sophie. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné. Appel, message, vocal, toujours plus long, toujours plus agressif, puis soudain plus mielleux.
Je les écoutais sans ouvrir, devinant son ton seconde après seconde. À midi, elle a finalement envoyé un message clair. Sophie, Madeleine, qu'est-ce que c'est que ces papiers? Tu veux me détruire ou quoi? Pourquoi tu me fais ça? Cette phrase-là, elle ne parlait pas de l'argent, elle parlait d'elle, de son image, de son contrôle perdu. Je lui ai chiment répondu simplement: je ne te détruis pas, Sophie. Je défends ce qui m'appartient. Une minute plus tard: Sophie, tu n'as rien perdu, Madeleine. On t'aide tout le temps. Tu devrais même être reconnaissante. Reconnaissante? Toujours ce mot. Comme un cadenas qu'elle tentait de mettre autour de mon cou. Je n'ai pas répondu. À 13 heures, c'est mon fils qui a appelé. Sa voix était brisée, presque enfantine. Maman, Sophie a reçu une lettre de l'avocat. Elle est hystérique. Elle dit que tu veux porter plainte. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je me suis assise. La lumière traversait la fenêtre en ligne pâle. Ce n'est pas une plainte, ai-je répondu. C'est une mise en demeure. Elle doit répondre de ce qu'elle a fait. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? On aurait pu parler. Parler? J'ai souri tristement. À chaque fois que j'ai voulu parler, elle a parlé à ta place. Tu ne m'as plus entendu depuis longtemps, mon fils. Silence, un silence qui pesait plus lourd que sa panique. Puis il a murmuré: est-ce qu'on peut se voir? Juste toi et moi, sans elle. Je. J'ai besoin de comprendre. Ces mots-là ont touché quelque chose en moi, un fil fragile, encore tendu entre nous. Oui, demain. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une fatigue douce. Pas de lassitude, la fatigue qu'on ressent après avoir quitté un poids qu'on portait trop longtemps. Vers la fin de l'après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. Une seule fois. Pas avec force. J'ai ouvert. Sophie. Elle se tenait là, sans maquillage, les cheveux défaits, une expression que je ne lui avais jamais vue. Ce n'était pas de l'humilité, c'était quelque chose de plus dur, comme une pierre sous une couche de poussière. Elle est entrée sans demander, je l'ai laissée faire. La bataille n'était plus ici, elle s'est tenue droite au milieu de la pièce. Tu veux quoi, Madeleine? Sa voix n'était plus agressive, elle était usée. Je veux que tu arrêtes de me prendre pour une femme faible. Je veux que tu reconnaisses ce que tu as fait. Je veux que tu me rendes ce que tu m'as pris. Et je veux que tu me respectes, rien de plus. Elle m'a regardé longtemps, vraiment regardé. Puis elle a murmuré: tu ne vas pas me pardonner, hein? Je n'ai pas cherché à être cruelle. Ce n'est pas une question de pardon, c'est une question de limites. Tu les as franchies. Maintenant, tu dois revenir en arrière. Elle a serré les dents. Puis, elle est sortie, sans claquer la porte, sans un mot de plus. Quand elle est partie, j'ai senti quelque chose changer dans l'air, un déplacement, une fissure, une vérité simple. La fin de son pouvoir sur moi avait commencé. Demain, je devais voir mon fils. Demain, une autre partie de ma vie allait peut-être se réparer. Mais ce soir, seule dans ma vieille maison, j'ai enfin senti mon souffle revenir à moi. J'ai mal dormi. Pas à cause de la peur. Elle m'avait quittée le jour où j'avais récupéré ma voix, mais à cause de la conversation que je savais inévitable. Mon fils m'attendait, et après toutes ces années à marcher autour des vérités pour ne pas le blesser, je préférais marcher droit dedans. Je suis arrivée au petit café du village 10 minutes en avance, une habitude d'ancienne secrétaire. On arrive tôt, on observe, on respire. Le lieu était simple, presque vide, avec l'odeur du café brûlé et des tables qui avaient vu passer plus de vie que Sophie ne pourrait l'imaginer. Il est entré, pas sûr de lui, pas en colère, juste perdu. Maman. Je me suis levée et il m'a prise dans ses bras. C'était rare, et dans cette étreinte maladroite, j'ai senti le fils que j'avais élevé, pas l'homme que Sophie avait façonné autour de ses besoins. On s'est assis. Il a mis quelques secondes avant de parler. Je. Je voulais comprendre. Je n'ai pas élevé la voix. À mon âge, on raconte les vérités comme on plie une nappe, doucement mais sans hésiter. Je lui ai dit tout, les dates, les accès, les sommes, les phrases humiliantes, la sensation d'être effacée, les manipulations, la banque, le notaire, la mise en demeure. Il m'a écouté, et je le voyais. Chaque phrase faisait craquer un morceau du courage qu'il avait toujours délégué à Sophie. À la fin, il a passé sa main sur son visage. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? J'ai souri tristement. Parce que tu ne m'aurais pas entendu. Tu avais trop peur de lui déplaire. Il a baissé la tête. C'était la première fois que je le voyais ainsi,
nu dans sa faute, mais sans défense, sans justification. Je suis désolée. Ce simple mot avait plus de poids que tout le reste de la conversation. Je ne t'en veux pas, ai-je dit, mais tu dois ouvrir les yeux. Pas pour moi, pour toi, pour ton fils, pour le respect que tu mérites aussi. Il hocha la tête, longtemps, puis il releva les yeux vers moi, hésitant. Je vais régler ça, avec elle. Je veux qu'elle assume ce qu'elle a fait, et je veux qu'on te rende ton argent. Tout, même si je dois le prendre de mon compte. J'ai posé ma main sur la sienne. Non, ce n'est pas toi qui dois payer mes pertes, c'est elle, et elle saura le faire. Il a compris. Je l'ai vu dans son regard. Une certitude venait de se poser. Une frontière. Un premier geste d'adulte. Enfin. On a parlé encore un peu. Pas de Sophie. Pas des papiers. De nous. De ce que nous étions avant qu'elle ne prenne trop de place. De ce qu'on pouvait redevenir. Lorsque je suis sortie du café, j'ai senti un poids se détacher de mes épaules. Un poids que je portais depuis bien plus longtemps que les virements bancaires. Dans la soirée, j'ai reçu un dernier message de Sophie. Quelques mots seulement. Sophie, je vais rembourser tout. Dis au notaire d'arrêter. Je n'ai rien répondu. Certaines victoires se savourent en silence. J'ai rangé mon téléphone, j'ai ouvert la fenêtre, et l'air frais est entré comme une bénédiction tardive. Une femme de mon âge n'a pas besoin de fanfare. Elle a besoin de justice, de calme, de dignité retrouvée. Et ce soir-là, j'avais les trois. Je me suis assise à ma table, les mains posées à plat, et j'ai murmuré dans la nuit. On peut vieillir sans bruit, mais jamais sans respect. Puis j'ai souri, pas pour moi, pour toutes celles qui un jour ont cru qu'elles devaient se taire, et si toi aussi tu refuses qu'on décide à ta place, raconte ton histoire, écris-la, ne laisse personne te voler ta voix,